I'm Paul LeClaire, and it's my privilege to be the director of Reed Hall, the Columbia Global Center here in Paris. This has been, as you all know, a week of mourning in France. First for two heroic people, both men, and now this evening for a heroic woman. This happens to be St. Daniel's Saint Day, not Saint Daniel, but Saint Daniel. Nonetheless, there's an expression in Spanish where a revered person is called a saint of our devotion. And here at Reed Hall, Danielle Haas-Dubosc was certainly a saint of our devotion for the 35 years in which she directed the affairs of Reed Hall, and then for the years since retirement until now, in which she was a continuing presence here with us. Our speakers this evening will reflect upon the many, many contributions that Danielle made to the intellectual life of Reed Hall over the course of her long and brilliant tenure. And it's wonderful for us this evening to have with us members of her family, children, and of her former husband. If one were to think about all the things that Danielle did, probably the most fundamentally important took place in the very, very beginning of her tenure as director of Reed Hall, and that is that she prevented Columbia University from selling Reed Hall. And so if this fabulous place continues to exist today, it does exist simply and solely on account of the powerful advocacy that Danielle led to keep Reed Hall part of Columbia, and that was so successful. So in real terms, not in metaphorical, but in real terms, we owe our very existence to Danielle's presence here on this campus. Our speakers tonight are varied in that they consist of people who have worked for Danielle or with Danielle for a very long period of time. They consist as well of readings of poetry, of some of Danielle's favorite poems, and they consist of music as well. And at the end, we will unveil a plaque, a bronze plaque, that commemorates our own affection and deep love and gratitude for Danielle and her contributions, and that will be placed outside in the gardens where we have planted a new cherry tree that will bloom beautifully every spring and make us think of her each time that wonderful season comes around. I will not introduce the speakers one by one. They are all in your program, and they will come to the podium in the order in which they're presented in your program. So thank you very, very much for coming and joining us and joining the staff in this, to be very, very beautiful tribute that the staff, especially Prune Bibuc, has orchestrated in memory of a dearly beloved friend, a saint of our devotion, Danielle Haas-Dubosc. Thank you. Bob Paxton. Thank you, Paul. You stole my best line in pointing out that we have this place because Danielle saved it from the auction block. And I wanted to start with those early years because I think I'm the doyen d'âge here. And I was actually on the scene very briefly in a curious way back in the very beginning in the 1970s. Danielle was director of studies, and there was a director. It was Bert Liefmans, who was a distinguished student of French poetry. And Bert Liefmans died suddenly, and I was here on a grant. I was living in the building, and I was asked whether I would serve as acting director, and I did. And now, as I say, Danielle was the director of studies, and Danielle really ran the show, and the acting director was a sort of Merovingian roi fainéant. But that's all right. Our first job was to wind down the old Reed Hall. Reed Hall was created by Mrs. Whitelaw Reid as a residence for American women who wanted to study art in Paris. And the vestiges of that was still going on. There were painters in the studios in the annex. There was a restaurant. And the whole thing was losing torrential sums of money. And the university wanted desperately to get rid of it. But there were some junior year students, and Danielle was supposed to be in charge of that. And my term here as acting director, with Danielle doing the real work, consisted of
shutting those things down. Bert Liefman's had already closed the restaurant. We finished off the last of the studio rentals. We were desperate to balance the budget. We called up the Tour Montparnasse and said, how much per square foot? And we gave the other American universities that were renting space here the bad news that they were going to pay the same as the Tour Montparnasse. And the worst thing I did, our only quarrel really, my only quarrel with Danielle is we didn't have the garden that year. And Danielle, as you will hear, loved the garden, and we had bare earth outside. But we balanced the budget. We made Reed Hall stop losing money, and my sabbatical came to an end, and I went back to New York. And Danielle proceeded to create in this empty space the most extraordinary array of study programs, of course, French language and literature, but she was always determined that this not be simply an annex of the French department, and she went about the business of setting up other kinds of programs in architecture and public health, law, all sorts of things. And they were very successful, and Reed Hall began producing revenue as well as being a wonderful place to study and live. It struck me that alongside the Danielle that we all knew, the 17th, the scholar, the sympathetic teacher and advisor, the militant in various progressive causes, there was also something of her father in Danielle. Arnold Hasdrubsk was the president of the American branch of Thomson in New York, a formidable businessman. Danielle looked a little bit like him. She had a real gift for building institutions and managing them, and also finding her way through the thickets of Columbia University and the French university system. So she was able to defend Reed Hall against its naysayers on Morningside Heights at Columbia University, and she was also able to negotiate interesting arrangements with universities in Paris, whereby our students would take their courses, but also get extra mentoring and extra advice and help. And so she built a whole academic institution here, which was very successful. There was also a bit of a windfall, a legacy from Mrs. Currier, which allowed some programs to be set up, and there her imagination was free to run as it wanted. And I'll just mention one of the things that she put on. She decided to have a concert here of music by American composers who had studied with Nadia Boulanger. And at the New York end, I was commissioned to go around to Pierre Boulez, who was conducting directing the New York Philharmonic, and asked him to lend us his orchestral group, IRCAM. And so IRCAM came, Madame Boulanger came, very elderly, very frail. And Elliott Carter was was there. He was one of the persons whose music was performed. It was a brilliant evening. So this place was not just for Columbia students and the students of the other universities who rented space. It was an exciting place for for Paris, for the whole city. And so Reed Hall blossomed and flourished as a very distinguished place of study and inquiry with its occasional little quirkiness. I remember a particularly autocratic lady at the switchboard whose name was very complicated and no one could remember it, and so the students called her Madame Closerie de Lila. Yes, maybe she was another one, but anyway. But I wanted to end with a memory of as an 18-year-old coming to Europe for the first time and visiting St. Paul's Cathedral in London, and the great architect Christopher Wren, who rebuilt all this
St. Paul's Cathedral and many other churches after the Great Fire of London. And he's buried there, but there's no monument. There's just a plaque. It says, if you are looking for his monument, look around you. And that, I think, is appropriate here. If you're looking for Daniel's monument, look around you. Thank you. Le mot presbytère venait de tomber cette année-là dans mon oreille sensible et d'y faire des ravages. C'est certainement le presbytère le plus gai que je connaisse, avait dit quelqu'un. Loin de moi l'idée de demander à l'un de mes parents, mais qu'est-ce que c'est un presbytère? J'avais recueilli en moi le mot mystérieux comme brodé d'un relief rêche en son commencement, achevé en une longue et rêveuse syllabe. Enrichi d'un secret et d'un doute, je donnais avec le mot et je l'emportais sur mon mur. Presbytère. Je le jetais par-dessus le toit du poulailler et le jardin de Miton, vers l'horizon toujours brumeux de Moutier. Du haut de son mur et de mon mur, le mot sonnait en anathème. « Allez, vous êtes tous des presbytères !» criai-je à des bannis insensibles. Un peu plus tard, le mot perdit de son venin. Et je m'avisais que presbytère pouvait bien être le nom scientifique du petit escargot rayé jaune et noir. Une imprudence perdit tout. Pendant une de ces minutes où une enfant, si grave, si chimérique qu'elle soit, ressemble passagèrement à l'idée que s'en font les grandes personnes, « Maman, regarde, le joli petit presbytère que j'ai trouvé !» Le joli petit quoi? Le joli petit Je me tus. Trop tard. Il me fallut apprendre. Je me demande si cet enfant a tout son bon sens. Ce que je tenais tant à ignorer, il a fallu l'apprendre et appeler les choses par leur nom. Mais un presbytère, voyons, c'est la maison du curé. Monsieur le curé Millot habite dans un presbytère. Mais naturellement, ferme ta bouche, respire par le nez, s'il te plaît. Naturellement, voyons. J'essayais encore de réagir. Je luttais contre l'effraction. Je serrais contre moi les lambeaux de mon extravagance. Je voulus obliger monsieur Millot à habiter le temps qu'il me plairait dans la coquille vide du petit escargot nommé presbytère. Veux-tu prendre l'habitude de fermer ta bouche quand tu ne parles pas? À quoi penses-tu? Hein? À rien, maman. Et puis je cédais, je fus lâche et je composais avec ma déception, rejetant les débris du petit escargot écrasé. Je ramasse le beau mot, je remontais jusqu'à mon étroite terrasse ombragée de vieux lilas décorés de cailloux polis et de verroteries, comme le nid d'une pie voleuse. Je la baptisais presbytère. Et je me fis curer sur le mur. Colette. Daniel est arrivé à Reed Hall en 1972. Après avoir obtenu son doctorat du département de littérature comparée de Columbia University. Elle a quitté ses fonctions administratives en 2010. Sa direction de Reed Hall a ainsi été balisée par 2 périodes de transition quant aux activités du 4 rue de Chevreuse. La première, en 1964, quand la famille Reed léguait la propriété à Columbia University. La deuxième, en 2010, lorsque Columbia intégrait Reed Hall à son réseau de Global Centers. Mais alors que les débuts de Daniel ont été grevés de turbulences administratives, de problèmes budgétaires, voire par l'idée de se résoudre à vendre la propriété, lors de son départ, le budget était en excellent état. De nombreux programmes universitaires s'étaient installés à Reed Hall et le futur pouvait être bâti sur les solides fondations qu'elle avait établies. Je suis venue à Reed Hall en 1984, car Daniel cherchait une adjointe pour le programme undergraduate de l'Université Columbia, qui, sous sa direction, était passé de 31 étudiants
en 72-73 à 143 en 84-85. En effet, elle ne pouvait plus diriger à elle seule à la fois un programme d'études devenu aussi important et gérer un lieu accueillant non seulement le Centre d'études et de recherche international de Sciences Po, mais également les programmes de plusieurs universités américaines. J'ai rencontré alors une femme cultivée, forte, dynamique et pleine d'idées. Elle avait l'intelligence vive des êtres qui ont franchi de multiples frontières culturelles et linguistiques. En travaillant avec elle, j'ai découvert quelqu'un de profondément sérieux, loyal, intègre et d'une grande humanité. Tout au long de notre longue carrière côte à côte, j'ai pu m'appuyer sur sa confiance et sa bienveillance, son sens aigu du devoir, de responsabilité et d'équité. Elle m'a toujours soutenue et nous avons formé une équipe pleine d'enthousiasme, d'humour partagé et de connivence intellectuelle. Je lui dois beaucoup et je tiens à préserver l'esprit qu'elle a su développer ici, dans cet espace de l'entre-deux-mondes. Il y a 30 ans déjà, Danielle était convaincue que les études à Reed Hall ne devaient pas se cantonner au seul modèle de study abroad, qui à l'époque privilégiait l'enseignement de la langue et de la littérature française. Dans un premier temps, sous son impulsion, nous avons donc diversifié les offres du programme undergraduate pour proposer des cours en sciences sociales, aussi bien qu'en sciences humaines. Pour ce faire, nous avons non seulement agrandi l'offre de cours à Reed Hall, mais également développé les accords d'échange internationaux avec des universités parisiennes telles que Paris 7, Paris 1, Paris 4 et Sciences Po. Le programme d'études de l'Université Columbia a donc été profondément ancré dans une réciprocité franco-américaine. Au cours des décennies suivantes, les inscriptions dans ce programme ont fait boule de neige, avec une moyenne de 200 étudiants américains qui suivaient un cursus semestriel ou annuel à Paris, et une vingtaine d'étudiants français qui, chaque année, bénéficiaient d'une bourse pour étudier sur le campus de Columbia. En reconnaissance de ses remarquables contributions, Danielle était nommée Associate Provost en 1987. Mais tout en étant attachée à l'excellence de l'enseignement undergraduate, Danielle était également convaincue que le study abroad ne devait pas se limiter à la parenthèse du junior year, que l'on devait pouvoir venir ou revenir en France en tant qu'étudiant de maîtrise, doctorant ou chercheur, et de bénéficier ainsi à chaque niveau des réseaux que Reed Hall avait constitués et des ressources que Columbia y avait développées. Les programmes que nous avons mis en place ont donc tenu compte de cet impératif. En 1987, grâce à une subvention de la Fondation Florence Gould, Danielle a créé le Graduate Research Institute, destiné à soutenir des doctorants américains effectuant leur recherche en France. En 1993, elle a inauguré le Masters in French Cultural Studies et en 2000, avec le soutien du provost Jonathan Cole, elle a lancé le Columbia Institute for Scholars qui, chaque année, accueillait une vingtaine de chercheurs de Columbia comme de nombreuses universités à travers le monde. Bien avant la création des Global Centers, Danielle avait donc construit nombre des routes d'avenir dans lesquelles Reed Hall s'est engagé aujourd'hui. Elle avait déjà compris la nécessité de positionner l'enseignement supérieur au plan international, soulignant l'importance de placer Reed Hall comme une plaque tournante de l'implication de Columbia en Europe. Plus important encore, Danielle a su éviter l'imposition d'un modèle américain afin que les concepts de partenariat et de communauté intellectuelle puissent prévaloir. Plus qu'un ensemble de bâtiments, Reed Hall est ainsi devenu
sous sa direction, un espace qui ouvre la voie à des recherches et des discours novateurs, où étudiants et universitaires confrontent leurs connaissances dans des cours, des séminaires et des manifestations à la croisée des mondes intellectuels anglo-saxons et francophones. En tant que tel, Reed Hall s'est progressivement ancré dans la mémoire des gens comme un lieu qui est tout à fait particulier, à la fois intime et international, façonné par deux cultures, deux langues, deux traditions populaires. Il est un lieu propice à des transformations intellectuelles très réelles. Pour tout ceci, nous devons à Daniel Asdubosc une énorme dette de gratitude. Merci. The west was getting out of gold. The breath of air had died of cold. When shooing home across the white, I thought I saw a bird alight. In summer, when I passed the place, I had to stop and lift my face. A bird with an angelic gift was singing in it, sweet and swift. No bird was singing in it now. A single leaf was on the bough. And that was all there was to see in going twice around the tree. From my advantage on a hill, I judged that such a crystal chill was only adding frost to snow as gilt to gold that wouldn't show. A brush had left a crooked stroke of what was either cloud or smoke. From north to south across the blue, a piercing little star was through. L'on entend souvent dire de Reed Hall que c'est un lieu de femmes. Cela est vrai. Reed Hall a été créé puis façonné par des femmes remarquables, qui toutes, relativement au contexte de leur époque, ont œuvré pour que d'autres femmes acquièrent la force de devenir les sujets de leur histoire afin d'être davantage que le seul produit de leur milieu. Daniel s'est tout naturellement coulé dans cette tradition, mais en la refondant à l'aune de sa double culture, française et américaine, tout comme de sa double passion, le XVIIe siècle et le féminisme. Ou plutôt, faudrait-il dire les féminismes, tant pour elle, ce champ a été le terrain d'une évolution. Pour Daniel, le XVIIe siècle ne se bornait pas à l'analyse de la littérature romanesque. À travers l'étude d'actes de procès, le décryptage de correspondances ou l'étude de l'iconographie de l'époque, ce sont les représentations et les mentalités qu'elle mettait à nu, les rapports de pouvoir et de genre, en convoquant pour cela l'histoire culturelle, la sociologie ou l'histoire des idées. Ce travail sur le XVIIe trouvait son écho dans son champ de recherche consacré aux études féminines et au féminisme, ainsi qu'à leur évolution réciproque. Les recherches de Daniel nourrissaient en effet ses engagements sur le terrain, et ces engagements élargissaient à leur tour le champ de ses investigations intellectuelles, menant à de nouvelles publications et de nouvelles mises en perspective. Elle a su ainsi dépasser un féminisme entravé par les œillères de l'universalisme occidental pour s'ouvrir à une approche rendue nécessaire par la mondialisation et ses effets, une approche articulant le transnational et le dialogique, inspirée pour partie par les réflexions issues des études postcoloniales. Transnational et dialogique, deux mots qui pour moi représentent particulièrement bien les intérêts et les valeurs de Daniel, son ouverture à la différence comme la qualité de son écoute, pour aller à la rencontre du destin collectif des êtres comme de leur singularité, mais aussi leur offrir la sienne. C'est dans cet esprit que Daniel a été une grande voyageuse, pas une touriste, une voyageuse. Partir signifiait rencontrer, parler, échanger et repartir, d'Istanbul à Bombay, de Gaza à Lausanne, de Warwick à Dubrovnik et New York, évidemment. Sans que cela ait été exprimé en ces termes, c'est en quelque sorte aussi à partir de ces deux principes que Daniel a voulu et créé avec le soutien de Jonathan Cole, l'Institut d'études avancées, The Graduate Research Institute, qui pendant 10 ans a été un lieu de confrontation fructueuse et de synergie inattendue entre des femmes et des hommes en provenance du monde entier. Et ce n'est pas par hasard que pour la séance inaugurale de l'Institut, elle avait choisi comme thème des inégalités et avait demandé à Edward Said,
Marie Scondé et Mireille Delmas-Marty d'en faire le sujet de leurs discours respectifs. Mais tout cela, c'est la Danielle des écrits et des pages officielles. Notre Dany à nous était notre quotidien, en tout cas le mien, puisque j'ai travaillé à ses côtés pendant presque 18 ans, dans le cadre de l'Institut pour les doctorants d'abord, puis dans celui de l'Institut de recherche avancée. C'est pourquoi, pour paraphraser très modestement un livre qu'elle aimait tout particulièrement, je dirais « Je me souviens de ces 4 cigarillos quotidiens serrés dans une petite boîte métallique bleue, toute plate. Puis, elle a cessé de fumer. Je me souviens de la bienveillance et de la générosité avec laquelle elle savait accueillir, écouter et conseiller de jeunes collègues, alors au seuil de leur propre recherche ou confrontés à des moments de doute. Je me souviens qu'elle rapportait toujours pour chacune et chacun un petit quelque chose de ses si nombreux voyages, comme autant de gages de sa constante et affectueuse attention à autrui. Je me souviens de l'hommage à Édouard Saïd qu'elle avait tenu à organiser dans cette même salle, au nom de la reconnaissance et de l'amitié, et de ses émotions à l'écoute des vers scandés ce soir-là par Mahmoud Darwish. Je me souviens de son amour pour les livres, de la matérialité des livres, du grain du papier des livres, des illustrations des livres, du parfum des livres quoi. Je me souviens de notre plongée dans des papiers poussiéreux du début du XXe siècle, découverts au fond d'une vieille malle dénichée au sous-sol, qu'elle refusa de jeter parce qu'il serait utile un jour à quelques chercheurs ou chercheuses pour faire revivre ceux qui avaient travaillé ici, les petites gens, les petites mains, les oubliés de l'histoire. Je me souviens de la pertinence aiguisée de ces questions, quelles qu'aient été les disciplines ou les champs de recherche des intervenants lors des innombrables conférences, colloques et journées d'études qui ont pu se tenir entre ces murs grâce à elle. Je me souviens du rituel d'été du jeudi, dans le cadre de l'Institut d'études avancées, un moment réservé à la sociabilité, où chercheurs et invités s'adonnaient à l'art de la conversation, passant du sérieux au futile, du grave au léger. Le charme d'une joute verbale l'emportait parfois sur le bien fondé des arguments, suscitant ainsi le plaisir partagé de la plus délicieuse mauvaise foi. Je me souviens de cette photo noir et blanc, où toujours dans cette même salle, là, elle est perchée sur le bras d'un fauteuil, près de la cheminée, toute jeune, souriante mais concentrée, auprès d'une Simone de Beauvoir déjà bien âgée, au milieu d'une foule venue fêter cette derrière. Je me souviens qu'elle savait et disait que les luttes seraient toujours à recommencer. Et toujours, je me souviendrai que rien n'importait davantage aux yeux de Danielle que de trouver dans ceux des autres l'étincelle de notre commune humanité. Toutes et tous, nous nous souviendrons d'elle, elle qui a tant accompagné, enrichi et embelli nos vies. Un autre jour viendra, féminin, à la métaphore transparente, accomplie, adamantin, nuptial, ensoleillé, fluide, sympathique. Personne n'aura une envie de suicide ou de migration, et tout, hors du passé, sera naturel, vrai, conforme à ses attributs premiers, comme si le temps dormait en vacances. Prolonge le beau temps de ta parure, ensoleille-toi l'astre de tes seins de soie, et attends la bonne nouvelle. Ensuite, nous grandirons. Nous avons du temps pour grandir après ce jour. Un autre jour viendra, féminin, aux signes chantants, au salut et au verbe azuréen. Tout est féminin hors du passé. L'eau coule des mamelles de la pierre. Pas de poussière, pas de sécheresse, pas de perte. Et les colombes font la sieste dans un char abandonné quand elles ne trouvent pas un petit nid dans le lit des amants. It falls upon me to relate a more common aspect of her life at Reed Hall, the constant mix of the personal in the professional, the private within the public, and the human behind and inextricably linked to the position. When I came to work at Reed Hall 15 years ago, it was principally as Danielle's assistant. I mention this to underline the intimate proximity I had the privilege to share with her for several years. My impressions were not formed in the lofty heights of academia then, but in the trenches, accompanying Danielle through the daily tasks, watching,
learning, and marveling at her agility, her ability to dance between cultures, institutions, and roles, and the competing agendas therein. At some point early on, I coined the nickname we would use until she retired. I called her Fearless, as in our fearless leader, because it had quickly become apparent to me that Danielle was not easily daunted. She was well versed in the internal politics at Columbia, and it fascinated me to watch her divine people's intentions, much like a Kremlinologist during the Cold War. She would slowly unravel aloud the hidden relationships, power structure, pet projects, and possible trade-offs involved in any decision made on campus. I felt like a naive child watching a master, wondering what it took to peel away from the surface the layers of complexity behind any decision. She also taught me to read a balance sheet. She started doing the budget with me, and soon enough sent me the task of uncovering its underpinnings, meaning she put me in direct contact with the administration in New York and established me as a credible interlocutor and not simply her assistant in Paris. She liked to nurture others and watch them grow. It's not so long ago, but we worked in a universe that had not yet been completely transformed by electronic means. We wrote checks, presented for her signature in an enormous portfolio, and she verified as she signed each one. We sent letters on paper, letters she would dictate to me, and when we had serious requests for Columbia, we used the fax and sent the originals along afterwards. Our preparation for her twice-yearly visits to New York to attend multiple meetings and reunions was a marvel of material organization, with dossiers of every topic and their color-coded contents laid out on her desk in chronological order of their use, checklist at hand, and documents were always paper-clipped, not stapled, as was her stated preference. She could be mischievous, and she could be infuriating. My office was the antechamber to hers, and when the door between us was open, we would banter back and forth, and, I've been told, it was not rare to hear peals of laughter emanating from our wing. She accepted good-natured teasing, especially when it came to the subject of technology, not her strong suit. And so I told her that I knew how to talk to machines. When exasperated with her computer, her software, her connection, she would call out angrily, "I can't work like this!" which was my cue to step in and, if possible, untangle whichever technological problem was causing her angst. I will never forget her chastened expression when, after a long diatribe on the uselessness of a printer that wouldn't obey, I looked it over, bent down, and simply plugged it in. She had a keen sense of hierarchy, but also a strong sense of justice. Whenever I worked on a document with her, she insisted that my name go on it beside hers. When we spoke in French, she always addressed me as vous. Upon her retirement, she stated rather matter-of-factly that the hierarchical relationship, and this, she always said in French, le lien de subordination, had now dissolved, and that we should use tu, underlining the friendship that had emerged over time between us. My dear Fearless, I thought there was still more time to learn from you, to exchange with you, and to laugh with you. Thank you for all you did share, for all you opened to us while you were here. You have made a furious impact, professionally, personally, and humanly. Le capitaine Jonathan, étant âgé de 18 ans, capture un jour un pélican dans une île d'Extrême-Orient. Le pélican de Jonathan, au matin, pond un œuf tout blanc. Et il en sort un pélican lui ressemblant énormément. Et ce deuxième pélican pond à son tour un œuf tout blanc, d'où sort inévitablement un autre qui en fait autant. Cela peut durer pendant très longtemps, si l'on ne fait pas d'omelette avant. Les hiboux, ce sont les mères des hiboux qui désiraient chercher l'époux de leurs enfants, leurs petits choux, en les tenant sur les genoux. Leurs yeux d'or valent des bijoux, leur bec est dur comme caillou,
Ils sont doux comme des joujoux, mais au hibou, point de genoux. Votre histoire se passait où? Chez les Zoulous, les Andalous? Ou dans la cabane bambou à Moscou, ou à Tombouctou en Oujou, ou dans le Poitou au Pérou, ou chez les Mandchous? Où? Non mais pas du tout. C'était chez les fous. Eh bien, c'est un grand honneur pour l'AFDU que je représente ici de saluer une grande dame de Columbia University. L'AFDU, donc Association française des femmes diplômées des universités, a vu le jour à la suite de la création de la Fédération internationale des femmes diplômées des universités, IFU en anglais, désormais GWI, Graduate Women International. L'AFDU a été créée en 1922. L'association américaine avait été créée en 1918. Les Françaises, aux alentours de 1918, diplômées en langue anglaise, ont très vite lié des relations avec leurs amis de Columbia et de Barnard, entre autres. Et elles proclamèrent avec les autres femmes à l'époque « Si nous laissons les affaires politiques entre les mains des hommes, nous aurons une seconde guerre mondiale. » Hélas, les faits leur ont donné raison. Donc vous voyez comment l'amitié franco-américaine est née chez les femmes aussi bien que chez les hommes pour essayer de faire changer un peu le monde. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, puisque les États-Unis ne sont entrés en guerre qu'après Pearl Harbor, les intellectuelles américaines restées à Paris ont pu mesurer l'effort accompli par les Françaises contre l'esprit nazi. Et c'est donc ainsi, entre autres faits, que l'École normale supérieure fut recueillie à Reed Hall. En 1969, Miss Gilbert Sleeves lance l'idée de payer des bourses pour jeunes filles américaines désireuses de venir à Paris étudier le français. Et en 1976, Dorothy Lead crée la fondation Currier avec des diplômées françaises comme Céline Valenzy et puis chez nous Nicole Massignon et Nicole Beccaru. Lorsque Danielle est arrivée comme directrice de Reed Hall, en tant que spécialiste de la littérature comparée et de la littérature française, elle embrasse l'idée de la Fondation Currier pour continuer à organiser avec l'AFDU des séminaires qui auront un succès estimable dès les années 76. Vous voyez, presque très vite après sa nomination. Et dès mars 1998, elle continue à organiser ces séminaires Currier, alors avec des projets très, qu'est-ce que je dirais, très ambitieux. Par exemple, problématiques féminines dans la coopération internationale, France-États-Unis, comparaison des réactions de nos sociétés devant le progrès des connaissances en biogénétique de la transmission de la vie. Je cite ces deux exemples pour montrer à quel point Danielle avait cette ouverture d'esprit qui ne se cantonnait pas dans sa spécialité de littéraire, soit en littérature comparée, soit en littérature française. Donc, en 2001, je cite encore, puisqu'elle devient représentante du comité Sterling Currier, un séminaire intitulé « Former à l'éthique, un défi à l'enseignement supérieur en France, en Europe et aux États-Unis », ce qui rejoint exactement ce qui vient d'être dit sur Danielle Hast-Dubosc. Donc pour nous, Association française, branche d'une fédération internationale fondée par nos amies américaines, nous avons admiré la façon dont Danielle Hast-Dubosc a défendu la branche française de l'organisation internationale en continuant à nous accueillir avec des conditions particulièrement généreuses à Reed Hall, ce qui dure encore de nos jours. Je vous remercie. Il meurt lentement celui qui ne voyage pas, celui qui ne lit pas, celui qui n'écoute pas de musique, celui qui ne sait pas trouver grâce à ses yeux. Il meurt lentement celui qui détruit son amour-propre, celui qui ne se laisse jamais aider. Il meurt lentement celui qui devient esclave de l'habitude, refaisant tous les jours les mêmes chemins,
celui qui ne change jamais de repère, ne se risque jamais à changer la couleur de ses vêtements ou qui ne parle jamais à un inconnu. Il meurt lentement, celui qui évite la passion et son tourbillon d'émotions, celle qui redonne la lumière dans les yeux et répare les cœurs blessés. Il meurt lentement, celui qui ne change pas de cap lorsqu'il est malheureux, au travail ou en amour, celui qui ne prend pas de risques pour réaliser ses rêves, celui qui, pas une seule fois dans sa vie, n'a fui les conseils sensés. Vis maintenant, agis tout de suite, ne te laisse pas mourir lentement, ne te prive pas d'être heureux. Like so many of us here, I first knew Danielle as the always elegant and somewhat remote director of Reed Hall, presiding over meetings in the Grand Salon with her graceful authority and constant kindness. But I really didn't know her properly until one day, at the foot of the stairs leading up to her office and to my garret on the 3rd floor, I ventured, "Je crois que nous sommes voisines à la campagne." And she looked at me and said, "Mais c'est vous les Américaines de Buffière." And with that, Alice and I were introduced to the world of Reed Hall in southern Burgundy. La Roquelle, her beloved house and garden at Saint-André-le-Désert, is a traditional Burgundian farmhouse that she transformed into a rambling family home with plenty of bedrooms for children and guests, a farmhouse kitchen with a wood-burning stove, and of course a projection room and library, all opening out onto the garden that was justifiably her pride and joy. For although she and her husband Dominique always worked side by side in the garden, he reminded me recently that the design was Danielle's, a reflection of Danielle herself, the allées and espaliered fruit trees of the 17th century, set on a hill in the deep Burgundian countryside. La Roquelle is first and foremost a family house, where Danielle could spend time with 3 generations of her family. And to be invited to La Roquelle was to become a little part of that family and to realize how extended it was, and to understand how much sharing it was part of Danielle's character. The Burgundy family included the farming neighbors invited to the yearly fête at La Roquelle, the mayor of the nearby village, host to the world's smallest film festival, as well as friends from far away who settled for summers in Burgundy to be nearby. Arriving at La Roquelle, you never knew who you might meet as you came around to the front of the house to drop off a book or pick up a basket of courgettes. A neighboring farmer sitting over coffee at the kitchen table, Brune and her Schweppes, or a gentleman sitting on the doorstep with his nose in a book and who just happened to be Robert Paxton. La Roquelle introduced Danielle to rural life and added to the deep understanding that she had of human experience in all its diversity. In turn, she used La Roquelle to introduce the life of La France Profonde to her students, inviting them to Burgundy to meet France beyond Paris. And in that, La Roquelle was in many ways an extension of Reed Hall, and what she hoped for it to be, a place where people from all walks of life and all parts of the world could meet and exchange opinions and ideas about the state of the world. Perhaps it was at La Roquelle that Danielle truly came into her own as a competitive croquet player and demon driver at the wheel of her ride-on lawnmower. How did she do it all? Pulling weeds, pruning roses, and making industrial quantities of jams and jellies from just about anything that grew. How did she do it all and still have the time to spend the better part of an afternoon, pencil in hand, going over a manuscript with me, or to sit beside the fish pond as I would pour out my latest professional dilemma? I think she was able to do it all because Danielle had a great, deep generosity and intellectual curiosity and a true love for us all. Remembering summer evenings under the lights of the chestnut tree, those occasions of family celebrations, weddings, birthdays, and friendly reunions full of conversation and laughter.
winter evenings opening oysters in the kitchen and Danielle fussing over the 2 rare roast beef. All those memories will help us go forward with only her memory to console us. We are gathered here today to celebrate the legacy of Danielle Haas-Dubosc. She has given so much to all of us, and something unique to each one of us. So I think the best way to celebrate Danielle's legacy is to try to carry on as Danielle would have. Writing on the things we're passionate about, speaking out on causes we believe in, teaching, cultivating our gardens, and maintaining this extraordinary Reed Hall for future generations of students and scholars. Dans une vieille et douce caravelle, dans l'étrave, ou si l'on veut dans l'écume, et perdez-moi, au loin, dans l'attelage d'un autre âge, dans le velours trompeur de la neige, dans l'haleine de quelques chiens réunis, dans la troupe exténuée de feuilles mortes, emportez-moi sans me briser, dans les baisers, dans les poitrines qui se soulèvent et respirent, sur les tapis des paumes et leurs sourires, dans les corridors des os longs et des articulations, emportez-moi, ou plutôt enfouissez-moi. This song we will sing it for the mother. يا مو يا ست الحبايب يا مو دانيال we will miss you Daniel. I would very, very much like to thank Nicolas Pignon of the Comédie Française for his beautiful readings of literary texts that were special to Danielle, as well as to thank Haitham Daoud for bringing us the music of a place, Palestine, that was very, very special to Danielle. This has been a gorgeous, gorgeous evening of remembrances for her. All of the speakers just brought such beautiful aspects of Danielle's professional and personal life to us in a way that were almost cinematic in sometimes. I mean, I could just see the scenes in my own mind's eye of those happy, happy times in Burgundy. This is the plaque that we will put in the garden that Danielle cultivated, that we cultivate in many instances from now on in her memory. And we invite you to join us all just across the garden in the little Maison Verte for a drink in Danielle's honor and to celebrate her life and her immense contributions to Franco-American collaboration and cooperation, to the joint cultures of these two great nations, and to the profound influence that she had upon all of our lives here at Reed Hall. There is a book that we ask you all to sign. It will be in the Maison Verte. No, it's here. We'll take it in the Maison Verte so that we'll have that to keep in our archives as a part of our memory of this truly, truly remarkable woman. Thank you all very much for coming.